D'abord, je tiens à m'excuser de la déconstruction qui va avoir lieu pendant cette présentation, puisque je parle de stress post-traumatique, et donc il y a une sorte de déconstruction inhérente au sujet. Et également, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque et qui ont proposé de participer, et ainsi que toutes les personnes qui ont participé avant moi. C'est un exercice assez difficile de clôturer ce colloque, surtout que je vais parler d'une manière assez différente, puisque non seulement je ne suis pas scientifique, mais je suis photographe, documentariste, et j'ai manié la photographie, la vidéo et le son pendant une quinzaine d'années au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Irak. Donc vous comprendrez l'émotion qui me submerge quand je parle. Voilà. Donc ce que je vais faire assez simplement, c'est déjà je vais essayer de parler de manière très sincère, d'un point de vue personnel. Alors parfois très émotionnel aussi, puisque ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui. Et je vais essayer de vous présenter un certain nombre plutôt les processus qui m'ont mené à créer 2 pièces immersives de perception, donc des dispositifs de perception, mais ces processus sont liés à mon histoire personnelle. Donc vous m'excuserez par avance si c'est un peu déconstruit. Voilà. Alors comment dire ? Alors je vais commencer avec mon PowerPoint, ça sera plus simple. Alors j'ai essayé de présenter, donc j'avais été invité en septembre pour une conférence ici même avec l'UPVD, une conférence sur les conflits, sur les conflits en images, et plus particulièrement sur les conflits immatériels. Et pour être tout à fait sincère, ça m'avait mis dans un état second pendant à peu près un mois et demi, et donc j'ai décidé de ne pas renouveler l'expérience et de travailler à partir de ce que j'avais déjà préparé tout en le complétant. Voilà. Donc si on repart de la notion de perception, donc l'homme est une machine perceptive qui est dotée de plusieurs sens, donc la vision, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et moi je rajouterais à titre tout à fait personnel le ressenti, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc cette perception passe ensuite par notre machine de pensée, et par tout un certain nombre d'interprétations conscients ou inconscients qui nous mènent ensuite à envisager des actions dans le réel, dans le temps, qui prétendument répondent à nos interprétations ou à la perception que nous avons eue d'une situation ou d'un environnement au préalable. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser que je parle aussi en tant que magnétiseur. Voilà. Donc je voulais pas le dire, mais je le dis quand même parce que j'ai dit que j'allais être sincère. Donc l'individu est pris dans un environnement, et cet environnement et on peut le voir autant au niveau microscopique, ou vraiment de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je partirais du boson de Higgs jusqu'au cosmos pour être tout à fait englobant. Et donc moi, toute ma problématique, c'est d'arriver aujourd'hui à un niveau personnel, d'arriver à un certain équilibre. Je dirais pas un équilibre, une certaine harmonie. Autant dire que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'est l'environnement externe? Donc, l'Umwelt en allemand, c'est une
une association entre les ressources naturelles dont nous disposons et qui nous permettent de vivre, la météorologie, le groupe social dans lequel nous évoluons, l'environnement politico-culturel et nos croyances qui en fait constituent nos propres déterminismes personnels ou les déterminismes d'un groupe social, et ainsi que l'état des connaissances de sciences et de la médecine. Et le Inner Welt, et alors le Umwelt et le Inner Welt sont en permanence en discussion, sont intrinsèquement liés. Donc les besoins fondamentaux, j'appellerais ça plutôt des besoins physiologiques, les désirs, les rêves, les émotions et la santé. Alors bien sûr, quand on est en mauvaise santé, enfin tout est interconnecté. Si on mange mal, on est en mauvaise santé, donc on a des émotions plus ou moins négatives et des désirs plus ou moins particuliers. Alors je tiens à dire que je me positionne pas dans une posture de jugement. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant mes 15 ans de recherche documentaire en Irak, c'est que j'essaye de prendre l'homme dans toute sa différence et avec un minimum de tolérance. Donc l'individu est constitué par des mythes et des croyances transmises avant de manière orale dans les sociétés pré-monothéistes, soit de manière orale, et aujourd'hui, grâce à l'écrit, grâce à la vidéo, grâce à tout un tas d'outils. Et donc, ces mythes et des croyances sont constitués de symboles et de signes, des superstitions, ainsi que des rituels qui constituent des groupes sociaux déterminés. Alors, c'est là qu'intervient donc l'esprit critique, à mon avis. C'est que quand on est un individu dans un groupe social et on se heurte à un certain nombre de dissonances, alors, je vais l'appeler dissonance tout court pour l'instant, de dissonances dans la société dans laquelle nous vivons, l'esprit critique nous fait faire un pas de côté pour essayer de regarder les choses un peu différemment, puisque là je parle d'un point de vue d'un individu pris dans un groupe social donné, mais bien sûr un autre individu dans un autre groupe social donné ou un autre groupe ethnique, je dirais, une autre culture, aura une vision radicalement différente de la nôtre. Et tout ça par construction, par transmission intergénérationnelle de symboles, de mythes ou de croyances. Donc la dissonance cognitive, moi c'est quelque chose que j'ai vécu de manière assez prononcée, on va dire ça comme ça, nous amène à, je pense, le phénomène d'individuation qui a été théorisé par Monsieur Jung, que j'apprécie fortement, et qui en fait nous fait prendre un autre chemin que celui qui nous était prédestiné dans notre groupe social donné. Donc j'ai fait ces petits schémas pour l'intervention précédente, et donc je vais essayer d'expliquer. Donc un individu donné à un moment T a une perception de lui-même et de son environnement qui est liée à ses propres déterminismes et à l'environnement socio-culturel, politico-socio-culturel et religieux dans lequel il vit. Donc c'est ce qui lui permet de vivre en adéquation avec son groupe social et d'être reconnu dans son groupe social. Toutes ces perceptions constituent donc une somme de croyances, et parfois un stimuli extérieur, c'est-à-dire un événement, vient modifier sa perception. Je dirais pas la modifier d'un point de vue négatif, mais plutôt augmenter sa perception. Et donc cela l'amène à
enclencher des actions, soit pour sa survie, soit pour faire évoluer son groupe social vers quelque chose d'un peu meilleur ou quelque chose qui correspond à sa nouvelle perception du monde. Et alors tout ça, bien sûr, c'est des actions conscientes ou inconscientes. J'aurais tendance à dire qu'elles sont plus inconscientes que conscientes. Bon, ça, je vais zapper. Donc, moi, je vais repartir de mon histoire personnelle. J'ai été donc photographe. Enfin, je le suis toujours, mais beaucoup moins. J'ai été photographe pendant une quinzaine d'années et donc les photographes aujourd'hui sont freelance, donc ils doivent s'autofinancer. Donc moi j'ai décidé dès le départ de m'autofinancer moi-même, c'est-à-dire en faisant des petits boulots et ensuite en allant faire le travail qui me semblait intéressant ou juste de faire à un moment donné. Donc j'ai été appelé comme photojournaliste. Moi, je considère que j'ai été photojournaliste uniquement pendant ce reportage, donc à Mossoul en 2017. Ensuite, j'ai été photographe documentaire, puis cinéaste, puis producteur radio. Et vous allez voir que pourquoi, c'est parce que je suis parti de l'image fixe vers l'image animée. L'image animée incluant le son, et ensuite je me suis basé quasiment exclusivement sur le son. Donc à Mossoul en 2007, j'y suis allé complètement presque par hasard, et il se trouve que j'ai tourné mon premier film complètement par hasard, encore une fois, puisque c'est un ami qui m'a donné une caméra et qui m'a dit tu peux pas aller à Mossoul sans caméra. Donc j'ai commencé à filmer, mais sans savoir que ça allait être mon premier film. Voilà, donc en fait, j'ai été embarqué dans cette histoire. Il faut savoir que avant ça, j'avais fait presque 7 ans d'immersion totale dans le peuple kurde, dans le peuple kurde irakien, et j'avais appris la langue petit à petit, et je m'étais imprégné de la culture locale dans une posture assez empathique, j'espère, et très curieuse de savoir, de connaître ces gens et de comprendre un petit peu le monde dans lequel je vivais. Je vous fais pas tout mon CV parce que sinon ça va prendre 3 heures et c'est pas vraiment le sujet. Et donc je me suis retrouvé à faire ce reportage et j'ai été plus ou moins surpris de la violence qui déferlait devant mes yeux. Et donc j'ai fait mon premier film qui s'appelle Searching for Hassan. Et il se trouve que pendant ce reportage, où j'étais embedded avec l'armée irakienne, mais il faut savoir que comme les journalistes n'étaient pas autorisés dans cette zone, j'étais embedded non autorisé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement parce que je parlais kurde que j'ai été accepté dans cette unité de l'armée irakienne. Alors je passe aussi sous silence tous les problèmes politiques, ethniques, parce que sinon il faudrait la journée pour en parler. Je pourrais, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai sauté sur une bombe une première fois avec les soldats qui étaient avec moi, donc en revenant de les filmer pendant une mission, et voilà la photographie qui est un peu l'instant qui a un peu modifié ma vie, ma perception des choses et de l'environnement en général. Donc après ça, je suis devenu étudiant à l'école d'Arles parce que j'avais besoin de faire une petite pause après 7 ans de reportage autofinancé. Et donc, j'ai fait 3 ans d'études à l'école d'Arles, j'ai eu mon diplôme, et il se trouve qu'à la fin, que pendant déjà ces 3 ans, je me suis senti avoir des impressions que je n'avais pas avant, c'est-à-dire des impressions de flashback, des réactions bizarres, épidermiques. Voilà, j'étais assez tense, on va dire. Et j'ai voulu, on m'a proposé donc, on m'a pas proposé, j'ai posé ma candidature pour faire un post-diplôme à l'ICP à New York, et moi j'avais très envie d'aller voir les soldats américains pour
parce que déjà c'était les seules personnes avec qui je pouvais parler de ces problèmes de stress post-traumatique. Je voyais pas trop en France à qui je pouvais en parler. Enfin, en tout cas, avoir une réflexion sur ce sujet. Et il se trouve que je suis donc allé voir des soldats américains qui essayaient de se remettre. Donc je reviendrai là-dessus. Qui essayaient de se remettre de leur expérience de soldats aux États-Unis. Alors il se trouve que nombre d'entre eux étaient quand même assez atteints par ce qu'ils avaient vécu, et très bizarrement ils avaient construit une ferme bio dans une ville qui s'appelle Ithaca dans le New York Upstate. Et donc j'ai pu documenter un petit peu ce par quoi ils étaient passés, l'origine de leur engagement, ce qu'ils avaient vécu sur place, et puis qui ils étaient aujourd'hui. Donc pour moi, c'était un processus psychologique en fait que j'ai trouvé dans ce schéma. Donc c'est ces deux schémas que j'ai trouvés en m'intéressant au sujet du stress post-traumatique, qui sont donc édités par le Strategies for Trauma Awareness and Resilience, donc c'est une organisation américaine. Et donc je me suis beaucoup intéressé au cycle de violence, que je vais pas trop détailler ici, en tout cas celui-ci. Je vais plus détailler l'autre, puisque en fait j'ai suivi les process qu'il explique tout au long de mon existence jusqu'à aujourd'hui. C'est pas encore fini. Mais disons que pour simplifier, les cycles de violence, s'il n'y a pas de reconnaissance, de reconnaissance des causes et des conséquences d'un conflit, il ne peut pas y avoir de règlement du conflit. Et donc le conflit ne cesse de s'amplifier et de se répéter inlassablement. Et donc, comme peut-être d'un point de vue sociétal, on peut se permettre, mais d'un point de vue personnel, on ne peut pas se permettre de ne pas régler les problèmes. Donc on est obligé de prendre des mesures, parfois de manière totalement inconsciente. Et c'est ce qui m'est arrivé, tout s'est fait de manière totalement inconsciente. Et donc il y a pas mal de gens qui ont parlé aussi d'un certain nombre, par exemple du numbing, ça veut dire le voile qui arrive donc après un événement traumatique et qui crée une désensibilisation émotionnelle. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que fait le stress post-traumatique, c'est pas le sujet ici. Mais ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce schéma, c'est outre le fait que ça soit une spirale qui amène à une sorte de guérison ou de réconciliation avec soi-même. Il détaille par le menu un certain nombre d'étapes par lesquelles passe une personne qui a été traumatisée. Alors que ce soit un accident de voiture, que ce soit des abus sexuels, que ce soit une société qui se remet d'une agression, que ce soit... tout peut être mis au même niveau pour ce qui est des traumatismes. Et donc, je vais juste les énumérer. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que si on ne se libère pas du cycle agresseur, on reste dans une espèce de répétition du trauma en permanence. Et donc, déjà, il y a le deuil de la personne que nous étions avant, donc c'est un peu comme un membre manquant. Hein. C'est assez important parce que j'ai pas mal travaillé sur la douleur fantôme. Donc déjà faire le deuil de la personne que nous étions avant. Alors si quelqu'un perd un bras dans une explosion, il a le membre manquant. Voilà. Si on survit à cette explosion, il se trouve que c'est notre personne en entier qui n'est plus la même. Donc c'est plus seulement un membre manquant, mais c'est aussi c'est des blessures invisibles dont sont victimes d'ailleurs beaucoup de soldats américains
qui sont dues à des traumatic brain injuries dans le cerveau, qui sont des micro-lésions dans le cerveau et qui amènent à des comportements à risque. Déjà, il faut se confronter à ses peurs, accepter la perte. Ensuite, on part dans une mémorialisation. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont allés sur ces conflits passent beaucoup de temps sur Internet à regarder des vidéos de ce qui se passe là-bas. Parce que, quelque part, c'est quelque chose avec lequel ils se sentent plus proches que la société qui les entoure. Et moi, je trouve que ça m'est arrivé aussi. Et à chaque fois que donc j'écoutais des documentaires sur ces vétérans de l'armée américaine, je me rendais compte qu'on faisait la même chose. Par exemple, après une explosion, il y en a un réflexe, c'est de toucher ses membres pour voir s'il y en a pas un qui manque. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Regarder des vidéos pendant des semaines chez soi, des exactions ou de tout ce qui se passe d'horrible dans une guerre, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi, qui arrive à beaucoup de gens. Et donc, il y a tout ce processus qui est très intéressant, qui est de réfléchir aux causes profondes de ce traumatisme et de commencer à essayer de prendre en compte l'histoire de l'autre. Et ça me paraît assez important, notamment si j'utilise ensuite le mot empathie pendant le reste de ma présentation. Donc nous reprenons des risques, nous essayons de pratiquer la tolérance et la coexistence. On engage l'offenseur ou la société qui nous a offensés. On choisit de pardonner. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes et qui vont devenir assez précises juste après. Donc, ouais, je passe un peu tout ça. Et il y a beaucoup d'études en ce moment qui et donc justement, avec ces soldats américains, je me rendais compte qu'en fait, quelqu'un parlait, je crois que c'est Michel Collot qui parlait de la restauration psychologique, d'une amélioration psychologique au contact de la nature, et il se trouve que c'est vrai, j'ai testé pour vous, après un traumatisme de guerre, le contact avec la nature peut faire énormément de bien. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai photographié ces personnes coupées en 4 et je pense que c'était une manière de montrer tel que moi-même je me sentais à l'intérieur et c'est cette espèce d'effet miroir dont je vais parler un petit peu ensuite. Alors voilà, ok, super. Et donc ça va sans dire que toutes ces personnes que j'ai rencontrées sont passablement, voire durablement marquées par ce qu'elles ont vécu. Alors, j'ai repris un certain nombre des points qui étaient dans le schéma d'avant. Et il y a quelque chose qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est d'explorer la restitution. Alors, en tant que photographe, documentariste, producteur de films ou de pièces radio, ce qui me paraissait important, c'est d'essayer de faire une sorte de justice créative. Ça veut dire de reprendre tous les éléments du conflit et de les observer les uns après les autres et d'essayer d'en faire un film qui n'est toujours pas terminé, mais qui est en cours. Et d'essayer de faire des histoires conjointes, des histoires jointes, ça veut dire où les gens pourraient parler dans la même pièce, quelle que soit sa forme, de leurs différentes expériences, et de les mettre en confrontation pour aller vers une conciliation d'un point de vue juridique ou une réconciliation d'un point de vue purement de résolution de conflit. Enfin, c'est vraiment aussi un peu le but de mon travail. Voilà. Donc il se trouve que après ça, et encore une fois ça s'est fait de manière très très inconsciente, je suis reparti en Irak, notamment là dans la même ville, parce que j'avais besoin de me confronter à cette
perte du mois d'avant d'une certaine manière, et en même temps j'avais besoin d'essayer de donner un peu la main à la pâte à une sorte de possible reconstruction du pays. Alors au début mon projet était orienté vers la reconstruction, mais mon projet photographique, mais on verra par la suite que ce n'était pas vraiment le cas. Et donc je suis reparti en Irak pendant à peu près 9 mois. Et autant dire que ça a été extrêmement compliqué, mais mon but c'était de passer au-delà du fait d'être embedded avec l'armée irakienne, mais c'était d'aller voir les populations, notamment les populations sunnites, qu'on vous voyez se faire maltraiter dans mon film d'avant, et mais également les Kurdes, les chiites, et il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'explosion en 2007, c'est que tout d'un coup j'ai été en quelque sorte traversé par l'esprit du lieu. Je dis ça de manière tout à fait pesée et réfléchie. C'est qu'en fait, tout d'un coup, ce qui m'a intéressé, c'est de revenir sur ne plus être dans l'actualité pure, mais de revenir sur l'histoire ancienne de ce pays, et quelque part de clamer haut et fort l'humanité de ces peuples qui constituent ce pays, en revenant sur les traces de la Mésopotamie, qui est à l'origine de nombre des discussions scientifiques que j'ai entendues ici. Et donc là, c'est à Mossoul, c'est la porte de Shamash, donc une porte néo-assyrienne, donc du dieu soleil, comme il est présent dans beaucoup d'autres cultures. Et donc j'ai commencé à m'intéresser comme ça non seulement aux Kurdes, mais aussi aux Arabes sunnites, mais aussi aux Arabes chiites, et d'essayer de comprendre en fait quelles étaient les relations qu'ils entretenaient, et s'il y avait une possibilité juste de vivre en paix, quoi. Pour eux notamment, et pour moi, je me suis vraiment engagé dans cette direction-là, à mes dépens, par la suite. Et donc, dans cette photographie de la porte de Shamash, j'ai retrouvé donc un processus que j'ai ensuite mis en œuvre dans mon travail. C'est donc de partir des traces actuelles d'un monument pour essayer bon là en l'occurrence c'est un monument qui a été restauré par Saddam Hussein en 1980, et en fait d'essayer de comprendre quels étaient les soubassements en fait les soubassements de cette histoire, des conflits qui traversent cette région aujourd'hui et qui débordent à droite à gauche. Et voilà, donc c'est vraiment une espèce de réflexion sur le temps long, mais qui englobe l'histoire ancienne, mésopotamienne, jusqu'à nos jours. Donc de plus voir comment régler les conflits, ou comment percevoir l'environnement socio-culturel de ce pays uniquement d'un point de vue actuel, temps réel, photojournalistique d'aujourd'hui, mais aussi de faire une réflexion plus profonde en allant voir les sites sacrés des différentes personnes, des différentes religions qui constituent ce pays, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les Yézidis, il y a les Mandéens, il y a les Kakei, il y a les musulmans sunnites, les musulmans chiites, il y a les soufis. Il y a des soufis chiites, il y a énormément de choses, et j'ai découvert des choses assez extraordinaires en voyageant et en allant voir toutes ces cérémonies religieuses, ces sites sacrés, voilà. Et notamment, il y a la tombe de Jonas qui était juste avant, mais qui a été dynamitée donc par Daesh, mais bon, je l'ai pas mis. Donc ça, je vais zapper, je reviendrai peut-être dessus. Et donc en fait, j'ai passé 9 mois donc à sillonner ce territoire, et autant vous dire que ça a été extrêmement compliqué parce que personne, je dis bien personne, à part les gens qui m'ont aidé, ne voulait vraiment que je puisse le faire, quoi. Ça a été très compliqué avec les Français,
ça a été très compliqué avec le gouvernement de Bagdad, ça a été très compliqué avec le gouvernement de la région kurde de l'époque, ça a été très compliqué avec tout le monde, on va dire, parce que comme ma démarche était un peu un peu, disons, transversale ou pas très commune, j'ai rencontré pas mal de résistance, mais bon, je m'y suis attelé et j'ai réussi à faire le tour du pays et à aller dans chaque communauté. Voilà, donc au retour de ça, j'étais, comment dire, traversé par un certain nombre de pensées, et notamment par un certain nombre de propagandes, qui étaient les propagandes de chaque groupe constitué que j'avais traversé. En 2012-2013, c'est le début de la guerre en Syrie, donc l'Irak, les Américains se sont retirés, donc chaque groupe essaye de tirer la couverture à lui, et avec sa propagande, machin. Et quand je suis revenu, non seulement j'avais vécu 9 mois d'hypervigilance, en plus j'étais déjà un peu traumate d'avant, et disons que ça se télescopait dans ma tête, j'étais dans une sorte de dissonance cognitive complète, et je me suis dit, c'est simple, si je reviens en France et que je fais un petit boulot comme d'habitude pour survivre, je vais péter un plomb. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, de là-bas, demandé une résidence à l'Académie de France de Madrid, à la Casa de Velázquez, et en me disant, c'est un peu ma seule porte de sortie. Donc, et par chance, je l'ai obtenue. Et donc, j'avais décidé de travailler sur la mémoire de la guerre civile espagnole en Espagne, et notamment par peur de la montée du fascisme en Europe, ce qui est, enfin, voilà, vous connaissez l'état des lieux aujourd'hui. Et donc j'ai initié ce travail de mémoire en me disant que ça serait intéressant pour moi d'aller sur les traces d'un conflit non actif, et d'essayer par ma présence de travailler, enfin par mon travail de travailler sur une espèce de modélisation dans une installation immersive de ce que c'est que la mémoire d'un conflit. Et il se trouve que je la vivais physiquement. Donc ça a été assez simple en fait à mettre en place. Et donc ça a donné lieu à un projet que j'ai appelé les Barricadas Misteriosas, que je voulais vous faire écouter, mais étant donné le temps imparti, je suis pas sûr que ce soit possible. Les mystérieuses barricades. Les mystérieuses barricades, ça vient c'est un nom que j'ai emprunté à une pièce de piano de Couperin. Et il se trouve qu'un des artistes qui était là, avait joué les plus mystérieuses barricades de Couperin, et ça m'avait transporté. Donc je me suis dit, c'est le titre de mon sujet. Quels sont de mon installation, de tous mes travaux d'un an, quelles sont les mystérieuses barricades qui font que les hommes s'affrontent en permanence au fil des temps, et de la Mésopotamie ancienne jusqu'en 2018. Et c'est vraiment c'est l'interrogation qui m'a porté. Et est-ce que ces mystérieuses barricades sont-elles externes ou sont-elles internes à nous-mêmes? Voilà, donc j'avais vraiment besoin de créer une espèce de nouvelle perspective, d'essayer de fabriquer une pièce qui nous propose donc une nouvelle perspective sur l'étude de la mémoire des conflits. Et donc ça a commencé par ce petit dessin, et je vais vous expliquer très simplement. Le premier, alors j'appelle ça des paniers, des paniers de mémoire. Le premier, c'est une mémoire d'archives, une mémoire ancienne, qui, pour quelqu'un de traumatisé par la guerre, revient en permanence à la surface au jour le jour, par des petits stimuli parfois un peu particuliers.
Un panier d'archives, un panier de sons contemporains, ça veut dire d'enregistrement de l'Espagne d'aujourd'hui, de la vie en Espagne aujourd'hui. Un autre panier que j'avais appelé la littérature, finalement que j'ai transformé dans l'oralité, ça veut dire vraiment la parole des contemporaine, encore une fois, des gens qui vivent en Espagne. Et le troisième le troisième panier, c'est des silences. Et il se trouve que ces silences, en fait, c'était des field recordings, des enregistrements de terrain, des lieux que je documentais en photographie. Voilà, un peu les photographies que j'ai faites. Donc c'est vraiment des sons très naturels d'une certaine manière, de petits oiseaux, du vent, voilà, des sons qui aujourd'hui sont le quotidien de ces lieux qui ont été autrefois traversés par un conflit. Voilà, donc bon là j'ai dû faire un PDF donc ça marche pas, mais un des éléments qui m'a intéressé, c'est la notion de rogue wave, de vague scélérate ou d'effet papillon comme on veut. C'est comment un élément, alors c'est pour moi aussi vrai d'un point de vue psychique que d'un point de vue géopolitique, que d'un point de vue environnemental ou météorologique. Et donc en fait ce que j'ai voulu mettre en place, c'est une espèce de météorologie de la mémoire du conflit. Ça veut dire comment un élément, mettons pour la guerre de 14, l'assassinat de Monsieur Ferdinand à Sarajevo, comment tout d'un coup un élément peut déclencher une guerre mondiale. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion d'effet papillon, de rogue wave, comment une onde qui paraît plutôt tranquille, avec un micro-changement, va déclencher une sorte de chaos, parce que la guerre, c'est ça, c'est le chaos. Et voilà, et donc c'est quelque chose que je voulais qu'il soit présent dans cette pièce immersive. Un des autres concepts que je voulais utiliser, c'est les concepts d'effet miroir. Il faut savoir que pendant la guerre de 14, les gens qui avaient des membres manquants, les médecins ont essayé de trouver des subterfuges pour atténuer la douleur psychique qu'ils vivaient. Et il se trouve que le fait de refléter le membre restant grâce à un miroir, atténue la douleur psychique des personnes traumatisées. Donc c'est pour ça que j'ai intégré en fait, donc pour vous expliquer, donc dans la pièce immersive, il y a 4 paniers qui contiennent un certain nombre de sons qui sont soit des archives sonores de la guerre civile, soit des sons contemporains, soit des field recordings, mais pris sur presque tout le territoire espagnol, et le dernier des silences, des sons beaucoup plus calmes, parce que sinon c'était un peu le foutoir dans la pièce immersive. Donc j'ai décidé d'ajouter du silence. Et une des manières que j'ai trouvé d'intégrer un effet miroir, c'est qu'en fait il y a un détecteur dans la pièce, et j'espère qu'on aura l'occasion de l'exposer un jour, parce que je pense que ce serait super intéressant, notamment que le réveil de l'histoire, une théorie de Alain Badiou se fait sentir en Espagne, notamment avec des événements à la vallée de Los Caídos. Bon, bref, mais c'est tous les jours. Et en fait, donc ce que j'ai voulu faire, c'est d'intégrer une captation sonore du comportement des personnes qui visitent l'exposition, qui va venir modifier en permanence la narration de tous ces paniers de sons. En fait, c'est assez compliqué. Je sais pas comment vous le montrer autrement que physiquement, en fait. Je vais le montrer là, parce que sinon ça va être trop compliqué. En fait, donc c'est une pièce interactive qui est faite grâce à un logiciel qui s'appelle Pure Data. Et vous voyez que là, j'ai un panier de basket qui est l'oralité,
un autre panier de basket qui est du silence, ou des sons hallucinants, des sons contemporains de l'espace. Et en fait, tous ces sons vont venir créer une seule bande sonore. C'est-à-dire qu'ils vont se mélanger. Donc on a en même temps une compression spatio-temporelle, c'est-à-dire dans le temps, entre les archives et le temps contemporain, mais on a aussi une compression d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que tous les sons pris dans plein d'endroits différents du territoire vont être rassemblés dans un même lieu. Et il se trouve que donc le comportement de la personne qui rentre dans l'espace va créer des stimuli par détection du son, parce que comme je revenais de la guerre pendant 9 mois, j'avais pas trop envie qu'il y ait une vidéosurveillance à l'intérieur de... Donc, j'ai essayé de trouver, et donc ça se passe par les ondes, et donc si on claque des doigts, ça change les narrations en permanence. Et donc, pour moi, c'est devenu un environnement immersif d'analyse de la mémoire du conflit et de comment le conflit, et de comment la mémoire du conflit peut faire résurgence en permanence dans le temps contemporain. Il se trouve que le premier jour où je suis arrivé à Madrid, il y avait une manifestation avec des drapeaux républicains, et donc il y avait effectivement une résurgence de l'histoire dans le temps contemporain et qui est permanente. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui en Europe, tous les jours. Et donc voilà, donc ça c'est la première pièce que j'ai créée. Peut-être qu'on n'en va pas en écouter parce qu'on n'a que 5 minutes. Et donc une deuxième pièce que j'ai fabriquée, c'est en fait comme j'ai fait pendant 9 mois le tour de l'Irak, je me suis dit mais ça serait quand même super intéressant de pouvoir faire la même chose avec mes sons de l'Irak. Et donc alors il y a les Barricadas Misteriosas 1 qui est sur la guerre civile espagnole, et il y a les Barricadas Misteriosas Reloaded, c'est-à-dire le 2, c'est tous les sons. En fait j'ai pris le même système et j'ai remplacé tous les sons par des sons de l'Irak que j'avais captés pendant 9 mois. Et donc voilà, et donc il y avait ces deux choses-là. Et voilà, pour moi c'est vraiment, mais je pourrais très bien raconter l'histoire d'un champ de blé, quoi. Je pourrais aller dans les Landes, là où je suis, enregistrer la forêt, les oiseaux, et d'ailleurs c'est quelque chose que je souhaite beaucoup faire, c'est de faire le même genre de pièces immersives qui permettent en fait de créer un espace d'analyse immersif qui peut inclure des archives ou qui peut raconter l'histoire d'un champ de blé pendant 1 an, faire des prises de son pendant 1 an, et peut-être retourner dans des archives départementales, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le champ de blé dans le passé, et de faire communiquer comme ça ces espaces-temps. Puisque moi c'est ce que je vis physiquement, moins maintenant, mais parce que j'ai de la chance, mais disons que au jour le jour, notamment quand j'étais à l'école d'Arles, un hélicoptère dans le ciel réveille tout de suite des visions, ce qui peut être parfois assez dérangeant. Voilà, donc la deuxième pièce que j'ai fabriquée, qui s'appelle Eldorado, pas l'Eldorado au sens de l'Eldorado, enfin du paradis sur Terre, mais l'Eldorado au sens utilisé par les conquistadors espagnols quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, et qui sont allés dans la Laguna de Guatavita en Colombie, et qui venaient en fait chercher l'or des sociétés précolombiennes. Et ici j'ai décidé que ce serait un Eldorado, mais un Eldorado de connaissance, et en particulier de connaissance de l'autre, ou de sociétés qui nous sont voisines. Et quelque chose qui me paraît, je vais essayer de terminer très très rapidement, quelque chose qui m'a, moi dans mon expérience, paru extrêmement important, c'est j'ai beaucoup entendu parler d'anthropocentrisme dernièrement, mais alors pour pouvoir s'intéresser à l'environnement,
effectivement, il faut sortir de l'anthropocentrisme. Mais pour moi, ça me paraît compliqué si d'abord on n'a pas fait, si on n'est pas capable de faire un glissement vers, enfin, ce que j'appelle en anglais un ethnocentric paradigm shift. Ça veut dire de changer de paradigme ethnocentrique et de pouvoir s'intéresser à la culture de l'autre sans jugement, en apprenant la langue, en s'immergeant totalement. Alors la pièce Les Barricadas Misteriosas, elles ne sont pas traduites, c'est que de l'espagnol. Parfois il y a quelques archives en français, mais parce que c'est des archives que j'ai trouvées qui étaient en français. Et donc ce que je propose dans la pièce Eldorado 2017, c'est une immersion non traduite, parce que pour moi c'est extrêmement important, dans ce que c'est que dans un espèce d'instantané de l'Irak entre 2012 et 2013, et seulement d'un point de vue sonore. Et donc voilà à peu près ce que ça peut donner. J'ai fabriqué une map virtuelle où j'ai intégré pas tous les sons, mais beaucoup des sons que j'ai enregistrés pendant 9 mois. Et donc la personne ou les personnes, parce que pour moi c'est aussi un instrument d'analyse collectif. Ça veut dire enfin voilà, qui met tout le monde au même niveau d'une certaine manière, en immersion, et ce que j'aimerais beaucoup, c'est prendre des Français et les amener dans cet environnement pour qu'ils puissent s'imprégner en fait de ce que c'est que l'Irak d'aujourd'hui, et d'arrêter de le regarder par le bout de la lorgnette franco-française. Voilà, et d'essayer de se mettre un petit peu à la place de l'autre, que ce soit par sa langue, que ce soit par l'intérêt de la langue, et ce genre de choses, et des diversités de langues qu'il y a. Voilà. Et donc j'espère pouvoir vous faire vivre un jour cette expérience, mais ça sera pas pour tout de suite. Voilà.